Je m'appelle Isabelle Lallet-Narduzzi et je suis une entrepreneuse sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social? Eh bien, finalement, c'est d'utiliser n'importe quel outil d'organisation, que ce soit une association, que ce soit même une entreprise commerciale, etc., mais qui a pour but d'avoir un impact bénéfique sur le monde. Donc, en fait, bref, ce sont des changeurs de monde. Et moi, je suis en fait à la base une militante. Depuis que j'ai 12 ans, je pense avoir milité pour à peu près tout. J'ai même fait la grève de la faim. La seule chose qui était à mon époque pas très développée, c'était l'environnement. Donc le combat environnemental, c'était pas trop mon truc, mais sinon j'ai vraiment été active sur tout le reste. Et par le plus grand des hasards, quand j'étais à l'université, j'ai rencontré un gars qui lui a un moteur particulièrement différent du mien, c'est l'argent. Et quand, en fait, moi j'avais gagné un concours pour Procter & Gamble et lui, il avait même pas été appelé à la première interview, et comme c'était un gagnant, il était très fâché. Et donc, il a voulu me rencontrer. Et à la fin de la discussion, il m'a dit, est-ce que tu veux bien faire un magazine étudiant avec moi? Et je me suis dit, ce gars-là, il est tellement différent de moi. Il a l'air de tomber d'une autre planète. Je sens que je vais apprendre des choses en collaborant avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours, c'est que j'essaye de créer des ponts avec des gens qui viennent d'autres milieux, qui sont différents, etc. Toujours. J'ai toujours fait ça dans ma vie. Et donc, finalement, c'est sans m'en rendre compte, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que lui, il voulait faire des sous, et moi, je voulais apporter du sens. Et ensemble, on a créé une organisation qui a super bien fonctionné, qu'on a vendu dans les années 90, et ça m'a permis de continuer à créer d'autres projets. Parce que tu es reconnu pour avoir développé des solutions innovantes par Ashoka Fellow, créé le salon de l'étudiant dans plusieurs pays d'Europe, 2 magazines dont un dont tu viens de nous parler, fondatrice de For and Jump, ancienne directrice adjointe du musée des sciences, Bruxelles Jobs Days, plein d'activités. Comment tu fais pour gérer ton quotidien? Ça se passe comment une journée chez Isabella? Moi, je ne me suis jamais, enfin, je ne crois pas, je pense que je me suis jamais auto-limitée. Je me suis jamais, quand j'étais jeune, dit, je dois avoir une famille à un moment donné, et il est très important que je puisse adapter mes ambitions professionnelles. Mais quand on dit professionnel, pour moi, ça ne voulait rien dire. Mais mes ambitions de changer le monde, au fait qu'à un moment donné, j'aurai une famille à gérer. C'est vraiment bizarre et je ne sais pas pourquoi je me suis jamais posé cette question-là, mais je ne me suis jamais limitée dans cet impact que je voulais avoir sur le monde. C'est vraiment mon moteur, l'impact que je peux avoir toutes les heures où je travaille. Quel est finalement l'impact que ça a pour les autres? C'est dingue, je me sens responsable de tout. C'est même assez compliqué à vivre et assez lourd. Mais bon, en attendant, c'est un véritable moteur. Et donc, ne m'étant pas posé la question de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, j'ai toujours créé ce que je considérais comme important et que je ne voyais pas créé par d'autres. Parce que ça, c'est une des choses aussi, je ne veux pas faire les choses que font les autres. Je ne veux pas me battre pour avoir des parts de marché. Je veux me battre pour créer la différence. On peut appeler ça de l'innovation, etc. Mais c'est vraiment, je vois qu'il y a un besoin, et Dieu sait, même dans nos sociétés super développées qu'on a nous en Europe, il y a tellement de besoins qui ne sont pas rencontrés. Donc d'abord, j'analyse le besoin. Ensuite, je me dis comment est-ce que moi, avec mes compétences, je vais pouvoir répondre à ça. Et puis après, je construis un modèle économique. Brinque-ballant souvent, mais voilà. Après, je mets une énorme énergie pour essayer de faire en sorte que ce modèle économique il fonctionne et développer cette activité-là pour avoir vraiment l'impact que j'ai déterminé au départ. Ça, c'est vraiment la façon dont je fonctionne. Et donc, je ne fais que travailler quasiment. Enfin, je travaille tout le temps. Mais j'ai en même temps, effectivement, allez, on va dire 2 maris, un à la suite de l'autre, évidemment. Le premier, j'ai malheureusement dû le quitter alors que j'étais très amoureuse, et c'est le père de mes enfants, parce que lui, il est tombé amoureux de moi parce que j'étais différente de la plupart des filles qu'il rencontrait. Et une fois que je suis devenue mère de son fils, il a voulu que je ressemble à toutes les femmes qui l'entouraient et qui sont des mères. Et c'est tout. Et il m'a dit, tu ne peux pas être une bonne mère et une bonne épouse si tu continues à travailler autant, si tu continues à avoir ces projets pour changer le monde.
Et je lui ai vite pardonné de m'avoir dit ça, mais par contre, j'ai mis très très longtemps à me pardonner le fait que je me suis dit, il a probablement raison. J'ai accouché de mon premier enfant à 29 ans. Je venais de vendre mon entreprise. Et je me suis dit, il doit avoir raison. Et j'ai essayé de me plier à ce modèle-là. Mais j'ai cru mourir, évidemment. Je pleurais tout le temps, c'était pas moi. Qu'est-ce que j'ai essayé? Mais c'était vraiment pas moi. Et quand finalement, avec énormément de difficultés, ça a été une période de ma vie extrêmement douloureuse, j'ai recommencé évidemment à travailler, j'ai recommencé à mettre sur pied des tonnes de choses, à faire, waouh, j'ai fait plein de trucs à ce moment-là, mais il fallait surtout que je prenne tout en charge moi, il fallait absolument pas qu'il ait lui, finalement, qu'il soit freiné dans son développement professionnel parce que lui était devenu père. Non, c'était mon rôle et donc il fallait que j'assume tout. Et donc c'était très très lourd, mais en même temps, si je ne le faisais pas, j'en mourrais et donc je l'ai fait. Et j'ai mis quand même quelques années, 7 ans au total, pour pouvoir m'en aller de là, me dire c'est pas bon pour moi. Et ce dont je me suis rendu compte, et j'ai beaucoup hésité de partir avec, de me séparer d'un homme que j'aimais et qui était le père de mes enfants. Et finalement, j'ai été bien bête. J'ai été bien bête parce que je me suis rendu compte, une fois que j'étais partie, une fois que j'avais reconstruit un minimum de vie autonome avec de nouveaux projets, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, mes enfants, ils allaient beaucoup mieux. Et je me suis rendu compte que le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants, c'est d'aller bien, c'est d'être épanoui, c'est d'être heureux, c'est d'être joyeux. Et j'avais retrouvé cette solidité, cette sérénité, et mes enfants, il n'y avait pas besoin de mots, mes enfants, ils le sentaient. Et tout d'un coup, ils ont arrêté d'être malades, et tout d'un coup, ils ont recommencé à être d'une légèreté, d'une joie de vivre absolument incroyable. Et donc, je me suis dit, c'est fou, ça c'est le message que je veux faire passer aux femmes, qu'on arrête de se culpabiliser, qu'on arrête de se poser des questions. Ressentons ce qui est là et faisons ce qui est bon pour nous. Bien sûr, en faisant attention à ce qui est la chose la plus précieuse dans notre vie, et c'est probablement pour la plupart d'entre nous nos enfants, mais c'est notre état d'être qui va rejaillir sur leur bonheur à eux. Et donc, pensez à vous. Et surtout, ne freinez pas vos ambitions. Alors, quel est ton regard sur le monde aujourd'hui et comment répond-on à ce changement? Comment toi, personnellement, tu y réponds? Moi, j'ai de plus en plus de mal avec le monde aujourd'hui. Je trouve on va parler de cette petite partie-ci du monde parce que dans le reste du monde, c'est vraiment très compliqué, en particulier pour les filles. Mais dans cette petite partie-ci du monde, je trouve qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Je trouve qu'on est des enfants gâtés. On a une telle liberté et on n'en profite pas pour réaliser qui on est vraiment. On n'en profite pas pour aider ceux qui ont moins de chance que nous. On n'en profite pas pour être responsable de sa vie, créatrice de sa vie. Pas suffisamment. C'est vrai dans les entreprises. Je trouve que les salariés demandent à leur chef d'être tout à la fois coach, visionnaire, leader, en même temps protecteur. C'est ahurissant, Mais c'est vrai aussi dans la vie en général. Je trouve qu'on ne fait pas suffisamment attention à comment se comporter pour pouvoir respecter véritablement les autres. C'est vrai dans le voisinage, c'est vrai dans les transports publics. On a l'impression que c'est toujours tout pour moi et les autres, ils sont à mon service. Et c'est pour ça qu'on est agressif vis-à-vis des gens des nettoyeurs de rue, des gens qui conduisent les bus. Je pense qu'aux États-Unis, il n'y a pas ça. Je pense qu'aux États-Unis, et d'ailleurs Kennedy l'avait très bien dit, posez-vous d'abord avant de savoir ce que l'Amérique peut faire pour vous, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Et j'ai adoré ça, et je trouve qu'on sent cette différence de mentalité aux États-Unis, où il y a vraiment un grand respect d'humain à humain. Je ne le retrouve plus, je le retrouve de moins en moins en Europe. Et ça me fait souffrir, c'est vachement douloureux pour moi. Donc voilà comment je vois le monde. J'ai de plus en plus de difficultés en fait avec les valeurs que je porte. Je me frotte de plus en plus à la mentalité ambiante, qui est vraiment une mentalité de déresponsabilisation individuelle. Et je vais terminer par quelque chose.
On a la chance dans cette Europe-ci, et surtout dans certains pays en Europe, d'avoir cette bulle de confort, que quand on tombe, il y a un espèce de filet de sécurité. C'est pas vrai partout dans tous les pays d'Europe, mais globalement, on a un système de sécurité sociale quand on a des papiers. Il y a des choses qui sont mises en place pour qu'on ne tombe pas trop bas, pour qu'on puisse revenir dans le monde des gagnants. Et à force d'avoir du confort, je me suis dit ceci, que c'était peut-être le pire ennemi de l'excellence. Alors que moi, j'ai 50 ans et que je me suis battue depuis que j'ai 12 ans pour que justement les gens puissent avoir accès à ce confort-là. Et peut-être qu'en fait, je me pose la question, peut-être qu'on est allé trop loin. Parce que le confort, c'est le pire ennemi de l'excellence, parce que c'est justement la première voie de déresponsabilisation de l'individu. On a l'impression que les gens ont besoin d'avoir faim et d'être mis en danger pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils soient responsables d'eux-mêmes et des autres. Et ça, c'est un constat que j'ai fait à 50 ans et qui est vraiment pas gai à faire. Donc, il faut changer, les gars. Alors, quelle action concrète as-tu mis en place? En fait, je me suis donc d'abord occupée d'éducation, avec de l'orientation. Comment faire en sorte que les gens aient l'information suffisante pour pouvoir faire les bons choix. Donc les choix d'orientation scolaire, universitaire, après trouver le bon job. Donc je me suis beaucoup impliquée dans tout ce qui est emploi, dans tout ce qui est entrepreneuriat, toujours donner les moyens aux gens pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est incroyable, mais à 50 ans, je peux dire que ça a été mon fil conducteur. Que les gens deviennent autonomes, soient responsables, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être maîtres de leur vie et créer ce qu'il y a de meilleur en eux, de façon à ce qu'ils soient utiles au monde et aux autres. Jusqu'au moment où je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'occupe des femmes. Parce que justement, moi, malgré le fait que j'avais vendu mes entreprises, que je faisais la couverture de médias économiques, que j'étais femme de l'année, etc., eh bien, moi, je me suis retrouvée dans une position, on va dire, de domination, où je me suis dit que j'étais au service de ma famille. Et donc là, je me suis dit peut-être qu'il faut que j'aide les femmes à être davantage autonomes, à pouvoir faire les choix qui leur conviennent à elles. Et comment faire ça? Eh bien, en ayant un travail rémunéré. Mais le travail rémunéré, c'est pas suffisant encore. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est un boulot dans lequel on fait vraiment la différence, dans lequel on est vraiment bien, dans lequel on peut s'épanouir. Et donc, je me suis automatiquement tournée vers tout ce qui est égalité dans l'entreprise, sur le lieu de travail, ce qu'on appelle l'égalité professionnelle. Au départ, je voulais que ça s'adresse d'abord aux femmes, pour qu'elles arrêtent de se couper leurs ailes. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais sur ce terrain-là, que finalement, je parlais aussi de performance au sein des entreprises. Parce que nous sommes 60% des diplômés de l'enseignement universitaire, des grandes écoles, etc. En Europe. 60%, ça veut dire qu'on est le plus grand réservoir de talent. Et que nous, on arrive massivement sur le marché du travail, surtout dans nos pays, en France, en Belgique, en Allemagne, etc., dans les pays scandinaves, mais qu'après, au fur et à mesure que la carrière avance, on perd les femmes. C'est pas le plafond de verre qui est un problème, c'est le tuyau percé. On perd à chaque fois les femmes. Et quel est le phénomène qui se passe là? Il y en a beaucoup, en fait. Et les entreprises, elles ont vraiment intérêt à garder les femmes. C'est pas simplement attirer les meilleurs, mais c'est garder les talents et promouvoir les talents à leur juste niveau de compétence. Et là, vraiment, le bas blesse. Et donc, c'est une question de performance microéconomique, donc pour les entreprises. C'est une question aussi de croissance macroéconomique, parce que, par exemple, dans les pays scandinaves, on est au basculement en France, c'est plus les femmes travaillent et plus elles font des bébés. C'est d'ailleurs ces pays-là en Europe et dans le monde entier qui ont le plus haut taux d'activité des femmes
et qui ont le plus haut taux de natalité. C'est totalement révolutionnaire. C'est la première fois depuis que les femmes travaillent que ça arrive. C'est extraordinaire. Et c'est fondamental pour avoir une société dynamique et pour avoir une société en croissance où on peut continuer à avoir ce bien-être comme on a connu dans les 50 glorieuses, enfin 30 glorieuses, mais voilà, un peu élargi. Et donc c'est de la performance microéconomique, c'est de la croissance macroéconomique, mais c'est aussi de la répartition des rôles traditionnels. Parce qu'on ne peut pas nous demander de travailler aussi bien, peut-être même mieux, et autant qu'un homme, si on continue à avoir sur les épaules 80% du travail non rémunéré. On est peut-être des héroïnes extraordinaires, mais ça a quand même une limite. On est en train de s'épuiser. Il est fondamental que nous, on soit davantage actifs vers l'extérieur, mais que les hommes, nos partenaires, les pères de nos enfants, soient davantage actifs à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos familles, que les rôles traditionnels, finalement, puissent être interchangeables, qu'on soit tous les deux, ce qu'on appelle en anglais les breadwinners, ceux qui vont gagner le pain, et tous les deux les caregivers, ceux qui vont apporter le soin à la famille. Et c'est une formidable émancipation pour les femmes qui enfin deviennent véritablement autonomes et indépendantes, et épanouies à l'extérieur de la maison. Mais c'est absolument génial pour les hommes. Ils apprennent à être un homme différent. Pas nécessairement le gagnant, pas nécessairement le meilleur, pas nécessairement celui qui ramène le plus d'argent, mais de vivre en fonction de leurs valeurs et de pouvoir être des pères différents que ce qu'ils ont connu eux-mêmes quand ils étaient enfants. Et donc finalement, ça apporte tellement plus de liberté aux uns et aux autres et tellement plus de sphères de développement personnel. Et bien finalement, l'égalité professionnelle, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est profondément révolutionnaire. Parce que je crois que les femmes, si elles sont convaincues de leurs valeurs intrinsèques, qu'elles n'ont pas besoin d'être des mecs comme les autres, c'est-à-dire de ressembler à un leadership dominant qui est masculin, parce que les entreprises ont été construites par les hommes pour les hommes, si elles se sentent suffisamment fortes pour ne pas devoir ressembler à ce type de leadership, pour réinventer une autre façon d'être performant dans l'entreprise, des nouveaux indicateurs de réussite avec d'autres valeurs. Je pense qu'elles ont la capacité, parce qu'elles sont massivement dans les entreprises, de faire changer les lignes, de faire bouger les entreprises, de les rendre plus responsables, plus durables, d'entraîner avec elles tous les hommes qui ne se sentent pas à l'aise non plus dans cette avidité, cette gourmandise financière, par exemple. Et donc de transformer l'économie. Et si on transforme l'économie, je pense qu'on peut transformer le monde. Moi, je fais le pari, peut-être qu'il est débile. C'est une hypothèse, c'est un postulat, c'est une utopie, c'est tout ce qu'on veut. Bah oui, peut-être. Mais moi, je pense que si les femmes sont fières de qui elles sont, je pense que les femmes peuvent amener cette différence dans les entreprises et vraiment les transformer pour pouvoir, à la fin, changer le monde. On a eu un chiffre pendant Forum Jump important. 60% des métiers ne seront inexistants, en tout cas de ceux que nous connaissons. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et quels conseils tu donnerais à ces mamans qui ont des filles et qui effectivement devront s'engager dans les sociétés de demain? C'est très très difficile d'être maman. Alors moi, depuis que je suis adolescente, j'ai lu énormément de choses. J'ai vite compris que les filles étaient élevées différemment que les garçons, de façon souvent inconsciente. Et je n'ai pas voulu répéter ces modèles d'éducation. Je me suis plantée. Mon fils fait du rugby et ma fille fait de la gymnastique rythmique. Parce qu'en fait, je ne suis pas la seule à les élever. Parce qu'il y a un père, parce qu'il y a des familles, parce qu'il y a l'école, parce qu'il y a les médias, parce qu'il y a toute une société qui est normée, avec des messages différents qui sont envoyés aux filles et aux garçons. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ce que moi je veux donner à mes enfants, c'est cette capacité de pouvoir choisir pour eux-mêmes. En fait, je pense que la plus belle chose qu'on puisse donner à nos enfants, c'est cette solidité intérieure
en leur donnant simplement l'amour, le respect qu'ils méritent, la reconnaissance qu'ils méritent, la solidité intérieure qui fait que même s'ils empruntent des chemins qui ne sont pas les bons, ils vont pouvoir avoir suffisamment de force pour se réorienter à un moment donné. S'ils s'engagent dans des mariages qui ne sont pas les bons pour eux, qu'ils puissent avoir la force de s'en sortir. Et pas de s'en sortir en se plaignant, pas de s'en sortir en étant victime, mais en étant créateur. Ne jamais être victime de sa propre vie, ni être victime des autres. Être toujours créateur de sa vie. Ça, c'est en fait les valeurs que j'ai envie, que je transmets à mes enfants. Et aussi donner le meilleur de soi. Toujours viser l'excellence. Mes enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si j'en ai un qui devient, mais balayeur de rue, Madame Pipi ou Monsieur Pipi, c'est bon aussi. Je m'en fous. Mais si, il faut que ce soit juste, il faut juste qu'ils soient tellement épanouis dans ce qu'ils font que du coup, ils vont être parmi les meilleurs, voire les meilleurs dans ce qu'ils font, parce qu'ils vont le faire avec joie, avec plaisir, avec responsabilité, et je pense que quoi qu'on fasse, quel que soit le métier qu'on fasse, si on le fait avec notre âme, on fait vraiment la différence. Et que tous ces gens qui disent en rigolant les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, c'est débile, et ben non, moi je crois que c'est vrai. Ils sont irremplaçables si ils ont mis leur âme dans ce qu'ils font. Personne d'autre ne pourra faire la même chose qu'eux. Mon papa, c'est le créateur d'Erasmus. Il a révolutionné l'Europe, simplement parce que lui a vécu une enfance à la Émile Zola, à la Charles Dickens. C'était juste une pauvreté extrême, avec en plus, c'était tellement pauvre qu'il en est devenu handicapé, il est devenu paraplégique quand il avait 18 ans. Et l'éducation l'a sauvé. Et donc il a voulu donner cette éducation, cette opportunité d'éducation, de cette excellence dans l'éducation au plus grand nombre en Europe. Et c'est parce que lui venait de quelque chose qui était terrible à vivre, qu'il a forcé son organisation, là où il était fonctionnaire, c'est-à-dire la Commission européenne, à se poser la question de la mobilité des étudiants et de l'excellence dans l'éducation. C'est pas parce que mon père était handicapé qu'il a réussi à faire la différence. C'est par rapport à son passé, par rapport à ses souffrances. Il a réussi à faire de ses souffrances une perle, comme les huîtres. Les huîtres, quand elles sont blessées, elles peuvent faire des perles magnifiques. Eh bien, c'est ça en fait. J'essaye que mes enfants, quel que soit le type de blessure qu'ils vont avoir, parce qu'on ne peut pas les protéger de tout, c'est qu'ils puissent en faire une perle. Et pour ça, je suis un modèle pour eux. Par ma vie, par mes choix, par ma façon d'être victime ou pas, ou être créatrice de ma vie, eh bien, je leur envoie, j'ai même pas besoin de le dire, ils le voient. Ils voient comment je suis. Et donc, à eux après à prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Merci. Entre l'évolution de la société, les jeux politiques, des entreprises en mutation et prendre soin de soi en tant que chef d'entreprise, quand on est leader d'un tel mouvement, comment on ne se perd pas ? Ça, c'est une question très difficile pour moi parce que comment ne pas se perdre ? C'est une question qui est compliquée pour moi parce que je pense que je ne suis pas bonne du tout là-dedans. Je pense que je me perds, je suis tombée gravement malade à cause du fait que je donne, peut-être que c'est ça, peut-être que ça n'a rien à voir, mais peut-être que c'est parce que je me donne trop, que finalement je suis une vraie fille et je passe après tout le reste. Donc je dis aux femmes qu'il faut qu'elles s'occupent d'elles et je suis celle qui s'occupe probablement le moins d'elle-même. Je pense que je ne m'aime pas assez. Et que quand on m'aurait dit ça il y a quelques années, malgré l'assertivité que j'ai et que je renvoie à tout le monde, je renvoie une image de quelqu'un qui est fort et qui sait prendre tellement de décisions et qui sait mettre ses limites et qui sait, voilà, etc., etc. En bref, une image de superwoman. Et en réalité, je ne suis pas du tout cette personne-là. Je peux aussi être cette personne-là, mais quand il s'agit de m'occuper de moi, je suis la plus exécrable. Je ne vais pas faire de gymnastique comme il faudrait. Je ne prends pas le temps de manger comme il faudrait. Je ne prends pas le temps
de me ressourcer comme il faudrait. Voilà. Donc, je dis aux autres ce qu'il faut faire et moi, je ne sais pas le faire. Et je pense vraiment que c'est un manque d'amour de soi. Et je pense que ce manque d'amour de soi, il est typiquement féminin. Ce que je commence à comprendre, c'est que je dis toujours que les femmes, en particulier dans les grandes entreprises, doivent toujours se battre par rapport à elles-mêmes et par rapport aux autres pour gagner cette légitimité qu'on n'a pas dès le départ. Les hommes, ils sont légitimes. Ils entrent dans une entreprise, ils sont légitimes de facto, quelles que soient leurs compétences. Nous, pas. Nous, c'est comme si on était des outsiders et qu'on devait prouver tout le temps, tout le temps. C'est jamais suffisamment bon, ou c'est trop ou pas assez, tout le temps, tout le temps. C'est jamais bien. C'est jamais bon. Et on est les premières à se dire ça pour soi-même. Et on est les premières à rejeter ça pour les autres aussi, femmes. Ce qui nous empoisonne la vie. Et je pense que c'est normal qu'on soit comme ça parce qu'on porte l'histoire des femmes depuis des millénaires. Et l'histoire des femmes depuis des millénaires, c'est que justement notre seule place légitime, c'est d'être mère. Et que là, d'ailleurs, on a beaucoup de mal à laisser de la place au père. Parce qu'on dit, on va mieux faire, on sait, nous on sait, nous on sent mieux, nous on sait, etc. Ce qui est ridicule, enfin, c'est pas ridicule, probablement que c'est un fond de vérité, puisque ça fait des milliers d'années qu'on fait ce boulot-là, et que c'est nous qui donnons naissance, mais en attendant, avec une attitude pareille, on n'aide pas non plus les hommes à prendre une place. Donc c'est pas malin, si on veut, nous, avoir un petit peu moins de responsabilité à la maison, pour pouvoir s'épanouir à l'extérieur aussi, c'est pas malin de réagir comme ça. Mais c'est tellement ancré en nous, et que finalement, nous, on est tellement élevés pour servir les autres, qu'on s'oublie tout le temps et qu'on se fait passer après tout le monde. Et bien que je sois consciente de ça, bien que je sois consciente de cette histoire que je porte, de cette histoire collective des femmes, que chaque femme porte, et j'encourage toutes les filles à s'abreuver de cette histoire-là, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, quand on fait des choix, on croit que ce sont des choix qui viennent de nous, qui sont des choix libres. Mais c'est pas ça. On n'est pas encore complètement libre. On sera totalement libre quand on sera totalement dans l'égalité entre les femmes et les hommes. Quand on ne devra pas répondre à des attentes qui sont différentes parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme. Et alors là, on sera complètement libre. Libre d'être soi-même. Mais en attendant, il faut qu'on prenne conscience qu'on est dans un chemin vers cette liberté et que ce chemin, il comporte beaucoup, beaucoup d'embûches et beaucoup de recul en arrière, même dans nos vies personnelles.